6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Marguerite Caton, elle est là, votre invitée. Alors vous allez nous parler donc de franc-maçonnerie ce matin. Il faut que je comble un peu parce qu'elle est en train de s'installer, la franc-maçonnerie et son pouvoir, le vrai pouvoir des francs-maçons. Marguerite, je vous propose de poursuivre. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Je vous parle en effet de franc-maçonnerie ce matin. Imaginez Elisabeth Borne mise en difficulté à l'Assemblée nationale, proche de voir le gouvernement renversé par une motion de censure. Surgirait alors des rangs de la majorité un député qui, après avoir harangué ses collègues, s'écrirait paumes dressées au ciel: à moi, les fils de la veuve, remportant finalement le vote de confiance. C'est ainsi qu'on raconte dans une anecdote mal attestée que Waldeck-Rousseau sauva son cabinet en juin 1899 grâce à la solidarité maçonnique. Quelques décennies plus tard, alors que le Grand Orient de France fête aujourd'hui ses 250 ans en présence d'Emmanuel Macron, on se demande que reste-t-il du pouvoir franc-maçon grâce à Diane-Marie Palacio-Russo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate et autrice d'une thèse en philosophie et sociologie du droit intitulée « L'influence de la franc-maçonnerie sur l'élaboration de la norme sous la Ve République ». Alors historiquement, la Troisième République a été l'âge d'or de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons étaient nombreux dans les cercles politiques. On n'est pas du tout dans un phénomène de même ampleur à l'heure actuelle. Non, pas du tout, effectivement. Comme vous l'avez indiqué, la Troisième République est vraiment la période faste pour la franc-maçonnerie. On n'est plus du tout dans cette époque-là, parce que tout simplement, la République a elle-même changé, la démocratie a elle-même changé, les attentes ne sont plus les mêmes. On est passé d'une République sous la Troisième République où la démocratie représentative était un modèle qui était parfaitement accepté. On avait finalement les sachants, les instruits qui étaient en mesure, qui étaient les plus à même finalement de prendre les meilleures options pour l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, on l'aura tous constaté, on n'est plus du tout dans cette demande de démocratie-là. On est dans une démocratie qui se veut beaucoup plus directe. Et donc, cette représentativité dans laquelle la franc-maçonnerie, en tant qu'instruit, en tant que sachant, trouvait toute sa légitimité et peut-être aujourd'hui moins d'actualité. Est-ce que toutes les loges ont vocation au militantisme ou à l'action politique ? Alors non, pas du tout. C'est une question qui a d'ailleurs été traitée en sciences sociales. Je pense à Sébastien Galceran qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les francs-maçonneries ». Et je pense que justement ce terme-là est très juste. Il ne faut pas s'imaginer la franc-maçonnerie comme un bloc monolithique, surtout en France. On a vraiment une distinction qui doit se faire parmi les loges. Certaines veulent agir dans le monde profane et d'autres, au contraire, pas du tout. D'autres y voient justement une forme peut-être de dévoiement de leurs engagements maçonniques. Donc il y a vraiment cette distinction à faire. Autant certaines sont très actives et d'autres, au contraire, pas du tout. Si on parle du Grand Orient de France, qui est la principale obédience maçonnique actuellement en France, avec 54 000 adhérents, est-ce que le Grand Orient revendique un rôle dans l'élaboration des normes, pour reprendre le titre de votre thèse, Diane-Marie Palacio-Russo ? Tout à fait. Effectivement, le Grand Orient de France, c'est sans doute une des loges les plus actives. C'est aussi, vous l'avez dit, numériquement une des loges les plus importantes et une des obédiences les plus importantes. Et elle a toujours assumé ce rôle d'action dans le monde profane. Et d'ailleurs, je pense à Alain Bauer, un de ses grands maîtres les plus médiatiques, sans doute, qui... Trop peut-être, il a démissionné à cause de ça. C'est discuté, effectivement. Oui. Il y a une discussion effectivement autour de ça, mais c'est vrai que il a eu le mérite de faire parler des travaux de sa loge. On est sorti un peu de la maçonnerie purement rituelle, en tablier, etc. Des rituels que d'ailleurs les profanes ne comprennent pas toujours. Là, finalement, avec le Grand Orient, c'est vrai que on voit quelle peut être une des actions, un des rôles de la maçonnerie revendiquée, en tout cas par le Grand Orient. On a beaucoup parlé de la proximité du Grand Orient avec le Parti socialiste, les années Mitterrand, les années Hollande. Est-ce qu'elles ont été des périodes fastes pour le Grand Orient ? Est-ce que c'est documenté ? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, alors que le Parti socialiste s'est effondré, on a une bascule du Grand Orient de France plutôt côté Mélenchon ou côté Emmanuel Macron ?
Alors, moi, c'est vrai que ma thèse date d'il y a quelques années déjà. Donc, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas forcément assimiler déjà les deux périodes de présidence PS, parce que la présidence Mitterrand et la présidence Hollande n'entretenaient pas du tout les mêmes relations, à mon sens, avec la maçonnerie, même s'il y a une proximité idéologique qui s'est retrouvée aussi sans doute sous la présidence de François Hollande. Mais je pense que la présidence de François Mitterrand est un cas unique. De proximité. De proximité, oui, clairement. Il y a eu pas mal de travaux. Après, avec la personnalité qui est celle de François Mitterrand et toutes les zones d'ombre, voilà, son appartenance à la maçonnerie a été interrogée. A priori, il n'aurait pas lui-même été membre de la franc-maçonnerie, mais en tout cas, on sait effectivement de sources sûres qu'il a entretenu des liens avec des maçons importants, des maçons actifs, des maçons militants. Ça, c'est certain. Et aussi parce qu'il y a une proximité de thèmes et d'idéologies qui s'est retrouvée lors de ces septennats. Et les années François Hollande, par contre, c'est un moment de déception peut-être pour le Grand Orient de France ? Peut-être qu'ils auraient espéré, en tout cas, retrouver la même écoute que celle dont ils ont pu bénéficier sous la présidence de François Mitterrand. En revanche, on a eu quand même quelques lois qui sont apparues sous la présidence de François Hollande, dans laquelle la maçonnerie a trouvé à être consultée, à s'exprimer. Je pense aux révisions de loi de bioéthique, je pense évidemment à la loi sur le mariage pour tous, qui est d'ailleurs une loi très intéressante. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, je ne suis pas sûre. Et donc en ce qui concerne aujourd'hui l'effondrement du PS et cette bascule peut-être de la franc-maçonnerie du côté de la France insoumise ou de l'autre, en quelques mots ? Alors là, c'est pas forcément évident de répondre, déjà parce que la représentation politique telle qu'elle est aujourd'hui est complètement bousculée, même si c'est vrai que le cas du PS est symptomatique. Mine de rien, la répartition sous la forme des partis tels qu'on les connaissait est elle-même bouleversée. Donc là, pour le coup, je me risquerais pas à dire, voilà. Une dernière question très brièvement. On a compris qu'en fait, la franc-maçonnerie peut fonctionner un peu comme un lobby, comme un groupe d'influence sur des sujets bioéthiques, laïcité, éducation nationale. Ouais. Mais vous l'avez dit, la démocratie a changé aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est moins écoutée ? Alors, elle ne peut plus être écoutée telle qu'elle l'était sous la Troisième République, en tout cas. Et je pense que c'est pour ça aussi que le discours et le positionnement de la maçonnerie a changé. C'est-à-dire qu'on est d'ailleurs dans une revendication de cette étiquette de groupe d'intérêt, de lobbying, parce que c'est aussi, je pense, aujourd'hui, un moyen d'être entendu, d'être consulté légitimement sur certains sujets. Merci beaucoup, Diane-Marie Palacio-Russo, de ces explications. Je rappelle que vous êtes avocate, autrice d'une thèse en philosophie et sociologie du droit, l'influence de la franc-maçonnerie sur l'élaboration de la norme sous la Ve République. Merci beaucoup. Merci Marguerite Caton.